Pour ce deuxième exercice, nous allons faire cette animation. Donc on a ici un espace bien vide sur lequel va se construire une maison progressivement, élément par élément. Et donc on va voir comment on peut mettre en place cette animation de manière procédurale pour ne pas devoir animer à la main chaque élément qui doit changer de taille, etc. Enfin bref, qui doit grandir, qui doit se mettre en place et compagnie. Et donc on va voir comment on peut automatiser la chose et finalement faire ça assez rapidement. Et après on calquera évidemment cette petite vidéo. Donc pour cet exercice, je vous ai préparé une scène de base. Donc c'est une maison, celle qui va nous servir donc pour faire l'animation. Et je vous ai même fait, parce que je vous aime bien, une to-do list avec les différentes étapes que nous allons préparer pour obtenir le résultat final. Donc préparer le modèle pour l'animation, créer les ID keys, vous allez comprendre ce que ça veut dire après, créer l'arborescence d'animation Animation Node, importer la caméra et le nom, la fameuse scène 00, placer cette caméra sur un chemin pour avoir une petite animation qui tourne autour de la maison pendant qu'elle se construit, et calculer l'animation finale. Donc ça c'est tout ce qu'on va faire pour cet exercice 2 qui sera beaucoup plus court que l'exercice 1, qui sera même sans doute plus court que l'exercice 3. Donc cette maison, donc c'est un modèle qu'on peut trouver sur BlendSwap qui est un site sur lequel on peut trouver un tas de scènes Blender gratuites, ou de modèles, en tout cas Blender gratuits, pas toujours finalisés, ou peut-être pas toujours exactement comme vous en avez besoin, mais voilà. En partant de ces modèles, vous pouvez affiner en fonction de ce que vous désirez faire. Dans ce cas-ci, si vous allez chercher cette scène-là sur BlendSwap, vous allez tomber sur quelque chose que vous aurez toutes les peines du monde à ouvrir et à gérer, parce que les shaders sont très 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 compliqués. Ce sont des shaders procéduraux, et donc j'ai retravaillé cette scène pour en faire des matériaux plus classiques, qui utilisent des images à la place de justement tous ces calculs procéduraux. Donc dans la scène d'origine, par exemple, tout ce qui est ici, les tuiles du toit sont en fait créées par l'ordinateur. C'est pas une image à la base. Donc là, j'en ai fait une image de manière à ce que vous puissiez facilement l'ouvrir sur n'importe quelle machine. Si on reprend la scène d'origine, eh bien, sans avoir une bonne carte graphique, ça ne suivrait pas. Ok, donc ça, c'est juste le petit aparté concernant cette scène. Et qu'allons-nous faire exactement pour que ça fonctionne? Eh bien, la préparation en question, c'est quoi? Pour bien comprendre le principe qu'on va utiliser avec l'Animation Node, je vais vous montrer, dans un premier temps, d'ailleurs, je vais mettre tous ces éléments dans une collection. Donc je peux tout sélectionner, A, avec la touche, avec le A, la touche A. Je sélectionne l'ensemble dans ma vue 3D et créer une collection M, New Collection, et que je vais appeler Maison. Voilà, ok. Et cette collection, je vais la cacher pour le moment parce qu'en fait, je vais m'atteler à quelque chose d'autre. Si vous regardez, le 3D curseur se promène un petit peu là, quelque part dans l'espace, alors qu'il devrait être au centre de la scène. Le 3D curseur, c'est l'endroit où les objets sont créés dans Blender. Donc si maintenant je rajoute un objet, il va se créer à cet endroit-là. Et moi j'aime bien qu'il se crée au centre de ma scène. Donc je vais resetter la position de ce 3D curseur. Majuscule C. Donc majuscule C, ça remet ce 3D curseur juste au centre de la scène. Et parfois ça peut resetter aussi la position de votre vue. Ok, donc on va ajouter 2-3 objets juste pour tester. Donc prenons par exemple un cube, prenons un cylindre et prenons un cône. Et on va à chaque fois les déplacer un petit peu. C'est juste pour dire d'avoir 3 objets différents. Alors je vais me mettre dans une vue de face. Je vais mettre tout ça
ici, voilà. Je vais bouger leurs origines pour les mettre à 0. Donc si je viens ici, tape 0. Donc il faut d'abord bouger avant de taper 0 ici, sans quoi il va quand même bouger l'objet en même temps. Donc si vous descendez déjà un petit peu les origines, et puis que vous tapez 0 là, il va le mettre correctement. Ok, donc on vient décocher les origines, et ici on va changer la taille, mettons comme ça, et voici, voilà, comme ça on a trois choses différentes. Alors, le principe de ce qu'on va faire, pour vous démontrer comment fonctionne Animation Node, c'est de faire en sorte que ces trois éléments apparaissent et prennent leur taille, la taille qu'ils ont là maintenant, progressivement. Un peu comme ce qu'on va faire quand on va faire apparaître la maison. Donc, ça sous-entend que chaque élément doit être dans une collection et que ces trois éléments doivent appartenir à une méta-collection. Donc, on va d'abord les mettre dans une collection globale qu'on va appeler primitive. Au pluriel peut-être, voilà. Et chaque objet va être lui-même dans une collection. Alors, on va créer une nouvelle collection, on va appeler ça cône. Et ce cône sera dans la collection primitive. Le plus simple ici sera peut-être d'aller ici créer une nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah ouais, non, c'est pas là que je voulais qu'il soit. C'est ici. Là, ça va être cube. Et ici, nouvelle collection qui va être cylindre. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on passe par ce système. Voilà. Donc j'ai une collection principale et dans laquelle j'ai chaque fois une collection dans laquelle il y a chaque fois un objet. Alors je vais déplacer un petit peu ces objets. On va peut-être même un petit peu les désaligner. Voilà, quelque chose comme ça. On ne doit pas forcément être au centre, on peut être où on veut dans la scène. Mais c'est toujours plus facile d'être proche du centre. Alors, donc on va utiliser Animation Node. Animation Node n'existe pas par défaut dans Blender, on doit l'installer, c'est un add-on. Donc vous allez dans les Edit, Préférences, et dans les Préférences, vous allez faire un install de Animation Node version 2.2 que je vous ai donné. Si jamais d'ici à ce que le cours ait lieu, il y a une nouvelle version qui est sortie, je vous donnerai les références pour ce nouvel add-on et vous prendrez la nouvelle version alors plutôt que celle-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celle-ci fonctionne à partir de la version 2.93 de Blender. Donc voilà, vous le sélectionnez, vous installez l'add-on, moi c'est déjà fait. Et une fois qu'il sera installé, vous allez avoir le node Animation Node qui va apparaître ici au-dessus, que vous pouvez cocher. Si vous tapez Node dans la recherche, vous aurez aussi tout ce qui concerne les nodes. Et c'est pas une mauvaise chose d'avoir le node Wrangler activé. On va pas vraiment l'utiliser, je pense, mais enfin bon, en même temps, voilà, au cas où. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Je vous expliquerai pourquoi, sans doute au plus tôt à l'exercice 3. Bref, donc, revenons à notre histoire ici. Donc, Animation Node est maintenant activé. Donc, vous allez avoir un node, enfin une tabulation qui apparaît ici sur le côté, dans le menu ici. Vous avez AN, c'est les Animation Nodes. Et donc, vous avez notamment les ID keys. Vous voyez ici, quand je dis créer les ID keys, c'est un peu ça l'idée. On va passer par cette interface. Une fois qu'on a arrangé nos éléments, donc là on les a créés, on les a rangés, mais imaginons qu'on les ait ne serait-ce qu'arrangés, dans le cas de la maison, on va en fait créer un nouvel ID keys, donc c'est un fichier qui va enregistrer des données primaires de nos objets. Donc on va créer un nouveau qu'on va appeler primitive. Ok, et avec donc on peut décocher les autres parce qu'en fait on n'utilisera que primitive.
Et donc primitive, on va créer donc cet ID key. Pour le moment, on a juste créé le conteneur, quoi. On a juste créé le fichier qui va enregistrer les fameux ID, donc les identités. Donc on va créer from current transform. Alors je peux sélectionner les objets, comme ça je suis sûr de les avoir bien tous dans ma liste. From current transform. Donc maintenant en fait, dans la donnée d'ID key primitive, j'ai tout ce qui concerne ces éléments-ci. Ok, allons voir. Alors je vais changer cette fenêtre pour un animation node, puisque maintenant comme j'ai activé l'outil, j'ai accès à ce node. Et donc ici je peux rajouter d'abord créer une nouvelle arborescence qu'on va appeler primitive. Voilà. Et on va créer des nodes qui vont gérer l'animation qu'on veut obtenir. Donc dans un premier temps, on a une collection principale. Donc on va aller chercher dans l'objet, on va aller chercher au niveau des collections les infos sur la collection. En gros, on va dire à Animation Node, voilà la collection qui nous intéresse. Donc dans ce cas-ci, primitive. Ça, c'est la collection qui nous intéresse. L'autre chose, c'est qu'il faut un node, on a un node d'entrée, il faut un node de sortie. Donc on va aller ajouter toujours dans Objet quelque chose qui a à voir avec la matrice qui va être générée, matrix output. Donc c'est quoi cette histoire? C'est que tout ce qui va se passer ici entre les deux va sortir, et va sortir sous une forme de liste de commandes, une matrice. Donc tous les objets qui sont dans cette primitive vont sortir dans cette matrice. Et là pour le moment, vous voyez, tout s'est remis un sur l'autre parce qu'il ne sait pas très bien ce qu'il doit faire avec, donc il les remet tous au centre. Donc on va préciser ce qu'on veut faire avec. Ce qu'on veut faire avec, c'est aller chercher les ID. Donc les ID, ce sont des informations pour chacune des primitives. On a notamment au niveau de leur position. Donc tous mes objets vont avoir des informations, allez, on va récupérer les informations de tous les objets qui sont dans la collection primitive. Donc je vais choisir primitive, puisque c'est celle-là qui m'intéresse, enfin de ID key, hein, ici, celle-là, donc l'ID key. Je choisis l'ID key, et ici, donc la matrice peut rentrer dans matrice. Et on voit qu'ils reprennent leur position, puisque ceci a enregistré leur position, leur taille, leur rotation, enfin tout ça. Ok, alors l'idée c'est que je veux influencer sur la taille, je veux influencer justement, je veux modifier ces informations que je viens de charger, là, les ID. Donc je vais ajouter en fait ici un autre node qui sera un matrice offset. Donc j'ai une matrice qui sort. Donc une matrice, c'est une liste, un tableau d'informations. Et je veux jouer sur ce tableau d'informations. Donc dans le menu matrice, je vais aller chercher le matrice offset, puisque je veux créer, offset ça veut dire je vais changer des choses, je vais modifier des choses, notamment en position, rotation et scale. Et ce qui va se passer, par exemple en scale, c'est que je vais pouvoir jouer sur une influence. Donc si ici je les mets à 0, donc ils sont à 0, et bien voilà, j'ai un contrôle sur, ah ben ils sont à 0 et puis ils vont retrouver leur taille, ou inversement. Dans ce cas-ci, je pars dans le sens inverse. Ils sont à 0 et hop, ils vont grandir. Donc ce fall-off, bah ici je pourrais, je peux mettre des clés, clic droit et insérer des clés, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de gérer ça par un contrôleur externe. Et donc je vais aller chercher dans le fall-off, puisque on parle de fall-off ici. Donc dans le menu fall-off, j'ai plusieurs possibilités, et notamment j'ai un delay. Donc je vais
faire en sorte que ça arrive avec un certain délai dans le temps. Et j'ai justement ici le temps. Je peux jouer sur le temps. Mais il faut que je définisse ce qu'est exactement ce temps sur lequel je veux jouer. Et donc pour ça, je peux utiliser dans animation une information sur le temps. Puisque je veux... Temps c'est time hein, en anglais. Donc je veux un time info. Et ce time info va tenir compte des frames. Quand je suis à la frame 1, 240, etc. Et donc ici, je vais rallonger le temps. Et donc quand j'avance dans ma timeline, on voit, au fur et à mesure que j'avance, il se passe quelque chose. Cette chose, c'est que ça ne va pas exactement dans le bon sens. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'il soit absolument invisible et puis qu'il grandisse. Et donc ça sous-entend d'inverser la vapeur. Donc, ce que je vais faire, c'est dans le menu Fall Off, puisque c'est au niveau du Fall Off que ça se passe, je vais inverser la vapeur. Donc dans le menu Fall Off, j'ai un Invert Fall Off, puisque ici, ce qui sort, c'est un Fall Off qui rentre dans un Fall Off. Il me faut une fonction qui fonctionne avec le Fall Off. Voilà. Et donc là maintenant, ça marche dans l'autre sens. Youpi. Bon, c'est pas très sexy comme animation. Hein. Hop, hop, ok, il y a un délai. Si je veux jouer sur ce délai, donc j'ai deux données ici, le délai et la duration. Donc la durée. Si je mets 8 par exemple dans le délai, eh bien tout d'un coup vous allez voir qu'il y a plus de temps entre les différents éléments. Si maintenant au niveau de la durée, je mets par exemple 12, vous allez voir que ça va être animé plus vite. Ça va grandir plus vite. Et en dessous, ici linéaire ou d'autres possibilités, va me permettre de choisir comment ça va être animé. Et donc il y a la possibilité de faire par exemple un bounce. Bon, à mon avis ce ne sera pas très intéressant. Hein, ça va être un petit peu frénétique. Mais par contre si je fais un back, ça va être beaucoup plus intéressant parce que ça va donner un truc où ça grandit un petit peu puis ça reprend sa place. Donc ça fait une sorte de... je dépasse un petit peu et puis je reviens à ma place. Donc c'est un peu moins que quelque chose d'élastique, mais ça donne une animation un peu plus intéressante. Alors bien sûr on pourrait faire des choses encore beaucoup plus délirantes, mais ça sous-entend une arborescence beaucoup plus complexe et on va s'en tenir à ça. Alors, on peut toujours aussi varier sur les différentes possibilités ici. Alors, ce que ça donne si on désactive. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Donc là, on va avoir justement une désactivation de notre effet. Donc c'est quand même plus intéressant d'avoir cette espèce d'élasticité. Ok, donc ça c'est le principe. Alors, pourquoi est-ce que en fait, ça marche comme ça? Pourquoi est-ce que le cône arrive en premier, que le cube et puis le cylindre? Parce que vous avez le cône, enfin c'est cône en fait. Vous avez l'ordre des collections dans ma collection principale. C'est d'abord le cône, puis le cube, puis le cylindre. Si je glisse le cylindre au-dessus, vous voyez, quand je le glisse au-dessus, à un moment donné, il y a une ligne noire. Donc si je fais, si je lâche ici, alors que c'est la grosse barre noire, il va se glisser à l'intérieur du cône, ce qui n'est pas intéressant. Mais si il se met au-dessus, donc entre la collection primitive et la collection cône, il va devenir le premier dans la liste. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord avoir le cylindre, et puis le cône, et puis le cube. Donc c'est comme ça que je peux organiser comment mon animation va se dérouler, sans plus rien toucher ici, dans cette arborescence. Donc ce qu'on va refaire pour la maison, c'est la même arborescence que celle-ci. On aura on va aller chercher une collection qui aura des ID qui auront été définis depuis leur position initiale. Et puis on va sortir en fait une modification de ces positions qui ont été enregistrées dans une matrice. Et on va le faire avec un délai qui sera géré en fonction de la position sur la timeline. Voilà.
Donc c'est ça qu'on va faire comme animation. Donc ceci était le brouillon de ce qu'on va faire après dans la prochaine vidéo.